Ce qui différencie Pissarro de ses jeunes congénères impressionnistes est assez subtil. Là où Monet, Renoir ou Sisley revendiquaient une étude approfondie de la couleur, lui privilégiait le travail des ombres. C'est en se libérant de l'influence de Corot et Courbet qu'il put enfin, tout comme eux, laisser libre cours à son lyrisme. Rejetant les sous-bois romantiques, plongé dans la pénombre et s'attachant plutôt aux clairières inondées de soleil, écartant de sa palette le noir, le bitume ou la terre de Sienne, il la chargea de couleurs qui jusque-là lui faisaient horreur, le jaune de chrome, le vert véronèse, le bleu de cobalt ou le vermillon. Pissarro concevait son travail avec le plus grand sérieux et il mettait un temps fou à décider d'un détail en apparence insignifiant. Sa réflexion, intense, me semble assez proche de celle de Stanislavski sur le jeu de l'acteur. Le malheur du théâtre, disait ce bon Constantin, est que les acteurs sont prêts à faire de leur art un métier. En l'absence de sensation, disait Pissarro en d'autres termes, rien, absolument rien n'est valable. Et joignant le geste à la parole, il tentait de traduire la vérité d'une impression ressentie sur le vif. Quand il se sentait maître de son sujet, il crayonnait alors très rapidement, attentif à ne pas laisser s'effacer sa mémoire. Tout cela peut paraître contradictoire, mais c'est ainsi qu'il devint le théoricien du groupe impressionniste, dont le Café Gerbois fut bientôt l'épicentre. Pissarro, y écrivit Zola, est un inconnu dont personne ne parlera, mais je considère de mon devoir de lui serrer la main. Vous êtes, monsieur, un grand maladroit, autrement dit, un artiste que j'aime. Les embrassades y étaient aussi vigoureuses que les disputes entre des artistes révoltés par l'ordre établi, mais venant de milieux sensiblement différents. Ainsi, malgré sa bonhomie, était-il difficile pour Pissarro d'entendre Degas moquer un ouvrage de Proudhon, auquel lui-même vouait un culte, du principe de l'art. C'est merveilleux, ironisait Edgar, que de saisir un sujet développé lors d'une conversation au café et d'en pondre ensuite pour 300 pages. L'apport de Pissarro à l'impressionnisme a été sous-évalué, car il n'avait pas son pareil pour restituer la quotidienneté sans épique des variations atmosphériques, une modestie qui lui venait de Corot. Installé à Pontoise, Pissarro vit réapparaître Cézanne et travaillant de concert, les deux peintres s'influencèrent l'un l'autre. Si, comme je l'espère, Cézanne resta au vert, écrivit-il, il étonnera des artistes qui se sont hâtés trop tôt de le condamner. Il fut tout autant visionnaire en parrainant Gauguin, non sans l'avoir averti. Après 30 ans de peinture, je baladèche, que les jeunes se le rappellent. Et il se disait troublé par sa propre touche, la souhaitant plus lisse, mais dotée des mêmes qualités sauvages. C'est alors qu'il fit la connaissance de Seurat, s'enthousiasmant pour le divisionnisme prôné par ce dernier et théorisé par Signac. La froideur scientifique de cette nouvelle technique ne sembla pas le gêner outre mesure, du moins au début, sans doute parce qu'elle lui offrait une porte de sortie de l'impressionnisme. Bien que Pissarro ait produit quelques toiles qui comptent parmi les plus remarquables du pointillisme, son accord instinctif avec la nature ne pouvait s'accommoder d'une théorie, aussi séduisante soit-elle. À la mort prématurée de Seurat, Pissarro avait déjà abandonné le divisionnisme et se cherchait une nouvelle forme d'expression, comme ce fut souvent le cas. Devenu ce contre quoi il n'avait cessé de lutter, c'est-à-dire un artiste solitaire bien que solaire, il introduisit dans sa peinture une naïveté du plus bel effet, accentuée par une touche plus large, plus libre, plus joyeuse et paradoxalement plus lumineuse, d'une transparence inégalée. Et c'est curieusement en ville, loin de cette nature qu'il vénérait, que d'un œil qui s'affaiblissait il produisit le meilleur de son œuvre, avec des vues de Dieppe ou Paris frémissantes de vie.